Bon, il m'était demandé de parler de mon expérience sur le paysage. J'ai jamais vraiment aimé, alors que je l'ai fait vraiment très souvent, mais j'ai jamais tellement aimé présenter mon travail. Et pourquoi? Parce que je tiens cette réticence simplement de mon rôle d'enseignant. En effet, j'ai constaté 1000 fois que ce n'était pas la valeur exemplaire de mon travail qui était véritablement source d'enseignement, mais c'était plutôt la communication de mon expérience, et mon expérience notamment sur la traversée multiple que j'ai faite du temps tumultueux du projet. C'est ça, je crois, qui était intéressant de communiquer auprès des étudiants. Et donc, ça, c'est ma première profession de foi en introduction. La deuxième, c'est que je voudrais qu'on cesse de penser que le temps dans lequel on élabore le projet et le temps de sa vie ordinaire sont séparés. Pour moi, ces deux temps sont totalement mélangés. D'ailleurs, les premières années de mon enseignement, je demandais à chaque étudiant, les étudiants qui ont été de cette époque-là, il y en a quelques-uns dans la salle, se souviennent, je leur avais demandé de faire un grand cahier dans lequel ils collectionnaient absolument tout ce qu'ils avaient fait dans la journée dans lequel ils étaient en train de travailler. Je voulais ainsi leur montrer que leur imaginaire était entièrement peuplé de ce qu'ils avaient vu, entendu, lu ou regardé. Et que, au fond, ils étaient en train de faire un projet et je leur demandais de mobiliser leur culture, tout simplement, la culture générale. C'est pourquoi, quitte à me rendre un peu ridicule, voire même un peu sénile, je vais, au début de cet exposé, vous abreuver d'anecdotes sur ma jeunesse, sur mon enfance et sur ma jeunesse. Et essayer avec vous de mettre ainsi à jour les différents indices qui ont fondé mon esthétique d'enseignant. Alors, ma petite enfance. Je suis né à Annecy, en Haute-Savoie. Bon, c'est une ville qui est paysagère s'il en est. Elle a un lac petit mais somptueux. Elle a des montagnes moyennes mais tout à fait remarquables. Et surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'était qu'à l'horizon de chaque rue de cette ville, vous aviez la montagne. J'ai retrouvé d'ailleurs cette même sensation plus tard, beaucoup plus tard à Grenoble, et puis j'ai retrouvé la même chose aussi à Genève. Ce que j'aimais bien dans cette perspective de la montagne à l'horizon des rues, c'est que dans un premier temps, vous traversiez toute la chair de la ville, tout l'empierrement de la ville. Et puis au-delà, vous avez l'empierrement de la campagne qui diminuait d'une certaine façon. Et voilà, on avait vu sur le monde agricole, et puis alors très au-delà, effectivement, le monde de la nature qui était représenté par... C'est comme si on avait un transept qui mettait en scène toutes les possibilités paysagères que sont la ville, la campagne et la nature. Bon, j'avais 4 ou 7 ans au moment de la guerre, je l'ai donc connu. Nous habitions d'ailleurs juste en face d'une caserne dans laquelle j'ai vu passer des Allemands et des Italiens. Mais ce qui compte, c'est que mes parents, pour nous mettre à l'abri de ces inconvénients de la guerre, nous avaient exilés d'une certaine façon dans une ferme à 15 km d'Annecy, dans un petit village qui s'appelait Siblessy. Et c'est là que s'est construit pour moi tout mon univers sensoriel. Et c'est là aussi où je crois que j'ai acquis un peu définitivement un goût très prononcé que j'ai pour la campagne. Je me souviens des siestes qui étaient obligatoires, que nous faisions en début d'après-midi, sous des arbres, dehors. Évidemment, pour nous protéger des rayons du soleil, on mettait nos pullovers sur notre tête et on voyait le monde au travers des mailles de ce tricot. On était ébahis par cette façon de voir le monde au travers de ce filtre. Et puis aussi, je me souviens des odeurs du potager, du verger, les groseilles à maquereau. Vous vous souvenez ce que c'est, les groseilles à maquereau? Les framboises, les pommes, les prunes, les poires qu'on ramassait sous les arbres, et puis évidemment les cerises qu'on cueillait sur l'arbre. Alors vous allez me dire, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque tout le monde a fait ça, et donc il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Il n'empêche que c'est mon enfance. L'odeur et les émois des journées de la moissonneuse-batteuse. Le froissement de la paille, non, la fragrance du foin. La pénombre et l'exaltation de l'étable. Et puis surtout, cette espèce d'univers immense de 180 hectares qu'étaient les bois de Bornachon. Le nom n'est pas joli, mais les bois étaient somptueux. Des clairières lumineuses, des lisières exposées plein sud, descendant sur la combe de Sillingy. Et ce que j'ai appris sur ces lisières, c'était le bonheur absolu d'être le corps à l'ombre et les jambes au soleil.
Et j'ai retenu cette chose-là de mon enfance, parce que je m'intéresse aujourd'hui au bien-être des gens, qu'il y a quelque chose presque de fondamental, comme cette image première, d'être le corps à l'ombre et les jambes au soleil. Toutes ces sensations, évidemment, je les ai retrouvées plus tard dans mes lectures, et notamment dans celles de Bachelard et de Roupnel. Mon adolescence maintenant, vous voyez, j'ai passé vite mon enfance, mon adolescence. Bon, j'étais un élève assez turbulent et assez peu studieux. Hein. J'ai donc connu beaucoup d'établissements scolaires et notamment pas mal de pensionnats. C'est au petit séminaire de Thônes que je me suis intéressé au dessin et que je me suis initié au dessin. Il y avait à l'entrée de la vallée, d'une jolie vallée du col de Bluffy, il y avait à l'entrée de cette vallée qui donnait ensuite sur la plaine du Fier et au-delà sur la ville de Thônes, il y avait une forteresse médiévale, un très beau château, dans lequel habitaient les comtes de Menton. Et le fils du comte de Menton était avec moi dans ce collège, et il était un passionné de dessin, et il dessinait sans cesse des figurines dans un style très stylistique, très stylisé, au contraire. Donc, il m'a communiqué ce goût, et je me suis mis à faire comme lui et à dessiner beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui encore, je m'emmerde au restaurant, j'aime pas le restaurant, et sur les naves de restaurant, je continue de dessiner d'une façon squattique des images, des figurines de tête dans lesquelles la face et le profil se mélangent. Des sortes d'icônes que j'ai jamais cessé de faire. Et je le tiens à ça de cette enfance. Alors le dessin, puis ensuite la peinture. Bon, je faisais à cette époque-là une trentaine de kilomètres en vélo sur des routes escarpées pour aller dans l'atelier d'un peintre qui vivait à la montagne, un ancien peintre des Fortifs, qui a eu son heure de gloire à cette époque-là. Alors évidemment, ces promenades en vélo ont imprimé en moi le goût pour le paysage, ces paysages magnifiques de la Savoie et de la Haute-Savoie. Alors ce goût de la peinture a déterminé mes parents à me proposer d'aller à Paris pour faire mes études aux Arts Déco. Donc j'arrive à Paris en 1958, tel Rastignac, et là je veux à tout prix aller coucher les premières nuits à l'hôtel des Grands Hommes. Et pourquoi pas à l'hôtel des Grands Hommes? Non pas que je présupposais que j'allais le devenir, mais tout simplement parce que André Breton y avait vécu, et je pense qu'il y vivait encore, et j'étais un passionné de surréalisme. Alors pourquoi passionné de surréalisme? Parce que, vous savez, les surréalistes, ils ont une chose que j'aime, que ce sont des rebelles, ce sont des révolutionnaires. Ils sont contestataires du monde. Mais, caractéristique trouble, c'est que ces gens qui avaient tous une forte caractéristique, une forte possibilité créative, tous ces gens-là réussissaient quand même à fabriquer un groupe, et un groupe assez homogène, et avec une grande fraternité. Au fond, fraternité querelleuse, mais fraternité quand même. Et c'est ça que j'aime. Et vous le verrez que ça a compté beaucoup dans mon enseignement. Alors, j'arrive donc dans une petite école préparatoire aux Arts Déco, où le premier jour, je communique à l'enseignant principal de cette petite école mes peintures provinciales, non? Les fameuses peintures, celles que je faisais à l'époque en province. Et ce professeur immédiatement me dit, écoutez, oubliez. Et c'est là qu'il venait de forger en moi la certitude que la parole d'un professeur peut tuer. Peut tuer au sens où il m'a définitivement privé de la couleur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je vais acheter un pinceau vermillon, un tube de vermillon neuf, si j'achète un pinceau neuf, une feuille de papier, alors la trace que je laisse sur le papier devient pour moi marronasse. Du moins, j'ai l'idée qu'elle devient marronasse. Vous voyez, j'ai été privé de la couleur. Je réussis le concours des arts décoratifs, malgré que ce concours était très difficile. Mais j'entre donc dans l'école des arts décoratifs, et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette école. J'ai beaucoup aimé cette école pour la raison suivante, c'est qu'elle était organisée en ateliers. Ces ateliers étaient dirigés par des professeurs très, très charismatiques, on pourrait dire des maîtres, non, d'une certaine façon. Vous voyez, j'avais déjà l'idée que j'allais devenir un jour un maître, et ces gens-là nous initiaient au projet. Mais plus qu'une école où l'on enseignait le métier de décorateur, cette école nous enseignait sur un projet avec un sens beaucoup plus large. Et d'ailleurs, j'en tiens pour preuve que dans la même année où j'étais dans cette école, des gens de très grande renommée sont sortis de cette école. Je pense à Jérôme Savary, donc certains connaissent, qui sont donc cet homme de théâtre,
qui était à l'initiative de la création du Magic Circus. Je pense à Jean-Paul Goude, qui est cet illustrateur, photographe très connu. Je pense à Guy Pellart, comment s'appelle, celui qui a dessiné des bandes dessinées. Je pense à Pascal et Olivier Moore, qui étaient de très grands designers. Je pense à Roland Michenet, qui était un peintre, qui est malheureusement décédé depuis longtemps. Et puis à Claire Lenoir, qui est aujourd'hui Corajou, mais qui est paysagiste. On le voit bien, sont sortis de cette école des gens qui n'avaient pas comme discipline seulement la discipline de décoration, mais s'étaient orientés sur différentes... Et ça, j'aime ça. Et c'est en cela où moi, mon enseignement était imprégné de cela, c'est que je pensais que le projet était le fond de mon enseignement et que peu importe au fond sur quel projet cet enseignement devait se diriger. Bon, j'étais inscrit au cours du soir parce que je devais gagner ma vie pour payer mes études. Et à l'occasion de ces petits boulots, j'ai fait 2 rencontres importantes. Une première, c'est avec Bernard Rousseau, qui était un décorateur d'intérieur, et la seconde avec Jacques Simon, qui était un très grand paysagiste. Alors, Bernard Rousseau avait un temps travaillé chez Charlotte Perriand. Il avait donc dû croiser la route de Corbu et de Jeanneret. Et ce qui m'a plu beaucoup dans son atelier, on travaillait sur des aménagements d'appartements, d'aménagements intérieurs, et on travaillait avec l'outil principal qui était le modulor. Alors pourquoi j'aimais le modulor et pourquoi cette chose m'est restée et me reste encore aujourd'hui, c'est que ces données de la mesure qu'avait inventé Corbusier étaient fondées sur la dimension du corps, non 1,13 m la hauteur du nombril, 1,83 m la hauteur présumée d'un homme moyen, 2,26 m la main levée, etc. Et ça, c'est en rapport avec le corps, c'est une chose qui est importante pour moi. Mais plus encore, avec Bernard Rousseau, on avait une passion commune qui était celle de collectionner des images. Des images que nous récoltions dans diverses revues, des images du monde. Et j'ai d'ailleurs beaucoup utilisé ces milliers d'images que j'avais accumulées pendant le début de mon enseignement. Avec des étudiants, on se réunissait autour d'une table, on regardait ces images. Alors, à la différence de Bernard Rousseau, qui conservait tout à fait in extenso les images dans les revues qu'il avait achetées, moi, j'extirpais ces images de la revue et j'enlevais tout contexte. C'est-à-dire de manière à ce que l'image soit pure en tant que telle. Et avec les étudiants, on regardait ces images du monde. Évidemment, ça élargissait considérablement notre point de vue. En 1966, j'entre comme salarié à l'AUA. L'AUA était un atelier d'urbanisme et d'architecture qui était une des premières équipes pluridisciplinaires en France. Et là, après mon entrée, un peu plus tard, je rencontre Jacques Simon. Bon. Jacques Simon était le paysagiste en titre de l'AUA. Cette rencontre fut fulgurante, décisive pour ce que je suis devenu. Simon était un immense paysagiste, un paysagiste de très grande importance. Il connaissait parfaitement bien l'emboîtement des échelles. Il connaissait parfaitement bien aussi le monde végétal, les arbres notamment, dont la reconnaissance lui avait été inculquée par son père qui était forestier. Mais ce qui donne à Simon sa dimension extraordinaire, c'est surtout qu'il c'est un grand voyageur. Il a parcouru le monde, il l'a photographié, il l'a arpenté dans tous les sens. Et c'est ce qui l'a différencié des paysagistes de son époque, c'est qu'il avait en lui l'image du monde dans son ensemble. Et je dois à Simon le fait d'être aujourd'hui le paysagiste que je suis. Je lui dois, à lui. Et il m'a fait le cadeau de m'associer un temps avec lui. Évidemment, ce temps était beaucoup trop court pour que je puisse parachever ma formation qui m'a toujours manqué. Au fond, j'ai toujours souffert de ne pas avoir été formé au paysage et de l'avoir appris avec mes étudiants. Alors, 1968, la fête énorme, non ? On avait tous débrayé, j'avais tiré ma prise et j'avais l'impression que jamais plus je me remettrais à faire quoi que ce soit d'autre que la Révolution. Bon, naïveté, mais toutes les joies, les émotions de ces 3 mois, me reste l'idée qu'on a mis en cause d'une façon profonde le magistère. On a mis à bas l'école des beaux-arts. Voilà. Alors, commence le 3e chapitre, ma vie enseignante. Alors, elle s'étale sur 3 périodes. Une première période de 71 à 74, à la section du paysage de l'ENSH. L'ENSH voulant dire École nationale supérieure d'horticulture. De 76 à 86, dans le cadre de la nouvelle ENSP, c'est-à-dire École nationale supérieure du paysage, qui était créée dans le cadre de l'ancienne école de l'ENSH.
dans lequel on était partagé entre l'atelier Le Nôtre et l'atelier Dufresnier. Et puis de 86 à 2001, une refonte complète de la pédagogie après le départ de Bernard Lassus et donc la cessation de cette division en deux, l'atelier Dufresnier et l'atelier Le Nôtre, une refonte totale de la pédagogie qui, voilà, s'est maintenue, pas tout à fait jusqu'à nos jours, mais presque, sous l'œil vigilant de Karine Hems, qui a su faire prolonger, au-delà de mon départ, la pédagogie que j'avais mise en place. Alors, à la fin des années 70, Claire Corajou, qui était alors étudiante en paysage à Versailles, m'informe que la section du paysage de la NSH, donc, doit fermer. Presque tous les enseignants avaient déjà quitté le bateau, non? Et les étudiants se retrouveraient presque sans encadrant d'atelier. Elle me demande alors de venir enseigner. Évidemment, j'hésite beaucoup compte tenu de ma faible expérience. C'est un métier que je connaissais à peine, ou pratiquement pas. Et le métier d'enseignant, évidemment, encore moins. Mais l'idée d'entrer dans une école qui est en train de mourir me plaisait infiniment. Je trouvais que c'était formidable de saisir cette opportunité historique, d'arriver dans une école qui va fermer, et pendant les quelques années de sa pré-sénescence, de pouvoir faire à peu près ce que je voulais. Cette section, elle était très imprégnée par l'horticulture. Tous les projets qui se faisaient dans cette section du paysage de l'époque étaient des projets où l'horticulture, où le maniement des plantes était presque le moteur principal de l'enseignement, où, à l'opposé, il y avait, à cette époque, Bernard Lassus et Jacques Sgard, et puis peut-être Michel Violet, non enseignaient, au contraire, la grande dimension paysagère. Il y avait ces deux échelles, l'échelle grande et petite, les petits projets d'un côté qui étaient développés, et de l'autre côté, les petits projets, l'échelle du grand paysage par exemple, qui étaient développés, mais l'échelle intermédiaire, celle où précisément le projet le plus sollicité, était assez déficiente. La question de la ville, notamment, était totalement absente de l'école. Alors évidemment, moi, formé aux arts déco, et par Bernard Rousseau, comme je l'expliquais tout à l'heure, j'apporte le goût du projet, le goût du dessin. Formé à la UA, j'apporte la réflexion et le travail d'élaboration à l'échelle urbaine. La ville, qui était absente des paysagistes, devient, à l'école du paysage, le centre d'intérêt. Et c'est peut-être ça qui a sans doute créé le basculement à l'école du paysage, c'est l'introduction de la pensée architecturale et urbaine qui était totalement absente précédemment. Alors, évidemment, ce qui me plaisait, ce qui me plaçait d'une façon un peu différente dans cette histoire, c'est que je ne venais pas du sérail, quoi. Je n'étais pas un paysagiste patenté, je n'avais pas de formation de paysagiste. Je n'étais pas paysagiste de source. Je dirais même que c'est un métier que je connais assez peu au moment où j'ai commencé l'école des paysages. Mais comme on vient de le voir, alors évidemment, l'administration de cette école était assez peu regardante à l'époque, et elle m'a laissé faire absolument ce que je voulais. Et j'ai fait absolument ce que je voulais. Enfin, ce que je pouvais peut-être, mais ce que je voulais aussi. Alors évidemment, ce que j'ai toujours souhaité, c'est que l'enseignement du projet soit au centre de la formation. Et c'est ça qui a caractérisé sans doute mon passage à l'école de Versailles, c'est que j'ai jamais démenti cette idée que la seule préoccupation de l'atelier devait être la préoccupation de l'apprentissage du projet. C'est l'architecte Henri Siriani qui m'a donné les premiers rudiments de ma pédagogie. Ensemble, on cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passait au fond dans le temps du projet. On cherchait à éclaircir ce temps mystérieux de la black box, non ? Personne ne savait très bien, et assez peu de gens ont écrit sur ce temps particulier qui est le temps d'élaboration du projet, souvent difficile, qui pose beaucoup de problèmes à beaucoup d'étudiants. Et nous, avec Siriani, on voulait faire une incursion dans cette connaissance, dans la connaissance de comment un projet se développe. Il faut savoir que, précédemment à nous, en 68, on avait rompu avec l'enseignement du magistère de projet. Il faut savoir qu'à l'école des Beaux-Arts, avant nous, le seul moyen qui était celui de faire que les étudiants se mettent à faire un projet était une sorte d'exhortation par tout un cérémonial assez compliqué. Et c'est ce cérémonial qui permettait aux étudiants de franchir la difficulté du projet.
C'était la lecture du programme, la remise du programme en grande pompe, c'était les esquisses, c'était le patron, son charisme, le bizutage, autant de cérémonial qui, d'une certaine façon, et puis le jury à la Melpomène où on faisait le four ou la médaille, non, c'était tout ce falbala et toute cette sorte de théâtre était une manière que les enseignants avaient d'une manière inconsciente de faire en sorte que les étudiants franchissent les étapes complexes que sont les étapes du projet. Alors, la méthode Seriani, qui était élaborée au Grand Palais à l'époque, il enseignait au Grand Palais à l'époque, et qui a été reprise plus tard à Auneau, je pense que Edith ne me démentira pas, à UP8 avec Edith Girard, qui enseignait là, avec Claude Vier, etc., et d'autres, était extraordinairement rigoureuse, non? Les étapes à franchir pour traverser le projet étaient clairement établies. Les rapports enseignants-étudiants aussi étaient parfaitement pondérés. On savait exactement quel temps était donné à l'étudiant, soit en rapport particulier avec lui, et là, dans ce cas-là, le temps n'était pas compté, soit dans le rapport à l'étudiant, quand on était en groupe, et là, le temps était strictement égal. Alors, Seriani et moi, je crois, on avait isolé 9 temps du projet. Le premier et le deuxième temps étant l'analyse du programme, le deuxième temps étant le choix d'une hypothèse. Seriani tenait énormément, et moi j'ai tenu longtemps là-dessus, sur l'idée qu'il fallait que l'étudiant formule très vite une hypothèse. D'ailleurs, c'est ce qui caractérise notre enseignement, je crois, c'est qu'on voulait rompre avec l'idée que l'analyse devait précéder le projet. Et on pensait qu'il fallait s'engager dans le projet le plus vite possible. Et que cette hypothèse était une façon de s'y engager. Il fallait qu'on trouve un mot, ou une série de mots, qui caractérisent le sens qu'on allait donner à cette procédure de projet. Ensuite, on avait une première esquisse qui était une façon de se lancer dans le formel. Et puis, ensuite, on avait inventé avec Seriani une chose que moi, je n'ai pas conservée longtemps, parce que j'ai trouvé trop difficile à faire, qui était une sorte de ce qu'on appelait la codification. La codification et la schématisation. On demandait à nos étudiants de regarder le programme, de regarder le site, de donner leurs premières intentions à l'aide de schémas, de petits schémas, comme des pictogrammes, non, d'une certaine façon. Et ces pictogrammes, on leur demandait ensuite de les enchaîner de multiples manières, de manière à créer une sorte de réseau, un schéma au fond. Et c'était une façon que nous avions trouvée avec Seriani de faire que l'étudiant passe du pictogramme, c'est-à-dire de l'échelle graphique d'un pictogramme, au projet sans trop se rendre compte. On était hantés l'un et l'autre par cette idée de la difficulté que les étudiants rencontraient dans le temps du projet. Et il fallait qu'on essaye d'une certaine façon de l'amenuiser. Il y avait ensuite l'esquisse, le fameux feu vert qui a fait la gloire de Uno et un peu de l'atelier du paysage de Versailles. Et puis ensuite, il y avait la phase du projet lui-même, et puis enfin, la dernière phase, la 9e, qui était la désaisie, c'est-à-dire le moment où l'étudiant accepte de présenter son travail aux autres et d'accepter qu'il soit validé. Alors, les 3 premières années de mon enseignement, on avait des cahiers, d'ailleurs, il y a quelques étudiants de cette époque-là qui sont là peuvent encore en témoigner. Chaque étudiant avait un cahier où on lui faisait obligation de coller tout, absolument tout. Et on considérait que c'était un outil pédagogique très important. Seriani avait emprunté cette méthode du cahier à un architecte qui était assez connu à l'époque, un bon architecte, très bon architecte du reste, qui s'appelait André Gomis, chez lequel il travaillait. D'ailleurs, je peux raconter une anecdote à cet égard. Chez Gomis, j'ai fait un petit passage. J'ai fait un projet en Guadeloupe, je crois. Il m'a demandé de faire un projet en Guadeloupe pour un golf. J'étais assez peu assuré, un métier que je ne connaissais pas bien, le métier de paysagiste. Je pataugeais, beaucoup. Et un jour, je vais trouver André Gomis et je lui dis, voilà, ce que vous me demandez de le faire, je ne sais pas le faire, je ne le fais pas et je m'en vais. Et André Gomis me dit, mais c'est bien dommage parce que moi, le golf, je rentre de Guadeloupe et j'ai vendu le golf. Je dis, comment vous avez pu vendre le golf, je n'ai jamais rien donné. Et en fait, André Gomis, le soir, allait dans les poubelles, récolter les calques que j'avais froissés et les étalait minutieusement sur un cahier. Et c'est là l'idée du cahier, qui était devenu un outil de pédagogie important. C'était de donner aux étudiants l'idée que tout ce qu'ils faisaient, toute la production qu'ils faisaient, y compris les tickets de cinéma, les tickets d'entrée dans les musées, etc., faisaient partie. C'est-à-dire que rien ne doit être négligé quand on est dans une procédure de projet. Tout collabore à ce que le projet s'établisse.
Et ça, c'était un... Vous comprenez, le cahier était un presque projet. Il y a une contestation, non? Non? Ah, c'est une chaise. Bon. Non, parce qu'une contestation, à ce moment-là, c'est un peu tôt. Alors évidemment, les enseignants des champs disciplinaires étaient très peu nombreux à cette époque-là, et d'un coup, j'avais un temps fou pour passer avec mes étudiants, on faisait que de l'atelier. Alors, c'est pas étonnant que dans ces 3 générations-là, d'étudiants entre 71 et 74, ont acquis une expérience absolument phénoménale sur la pratique du projet. Et d'ailleurs, j'ai relevé, en faisant le décompte, que pendant ces 3 générations-là, 12 anciens étudiants sont devenus des professionnels de très haut niveau. On les a retrouvés, on les retrouve encore d'ailleurs dans tous les concours et dans toutes les revues. Ces paysagistes, en tant que concepteurs, ont compté beaucoup. D'ailleurs, ce plaisir du projet que les étudiants de l'école de Versailles, dont les étudiants de l'école de Versailles témoignaient, avait été remarqué dans toute l'Europe, voire même au-delà même de l'Europe. Vous savez, à cette époque-là, tous les pays européens étaient enlisés dans l'analyse. Tout le monde faisait des monographies. Et la question du projet n'était pas au centre de la préoccupation des écoles d'enseignement. Et d'un seul coup, à Versailles, un petit îlot, alors pas seulement à Versailles, puisque dans les UP d'architecture, les choses se passaient de même manière, mais à Versailles, en ce qui concerne le paysage, un petit îlot de gens prennent goût au projet. Peut-être au projet dans tous les sens, peut-être qu'un projet débridé, mais un projet quand même. Alors évidemment, je pense que la méthode d'origine qui était commune avec Enrique Seriani, c'est profondément différenciée. Pour une raison simple d'ailleurs, d'abord parce que l'un enseignait l'architecture et l'autre le paysage, mais ce qui différencie surtout, c'est que dans la méthode Seriani, chez lui, à Unot notamment, l'architecture était au centre de ce dispositif d'enseignement. Évidemment, ce qui caractérise le mien d'enseignement, c'est que je ne pouvais pas mettre le paysage parce que je ne le connaissais pas. Enfin, je le connaissais mal. Et donc, d'une façon, il restait pour moi une seule préoccupation, c'était celle de l'apprentissage du projet en tant que tel, indépendamment de toute discipline forte. Et c'est ça qui a beaucoup différencié. Alors évidemment, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce sens-là, je me suis mis à l'abri de tout dogmatisme, je me suis mis à l'abri de fabriquer des clones. Non pas que je dise en creux que chez Unot, les étudiants étaient formés comme des clones, non, je ne le pense pas, mais je pense qu'en tous les cas, assez clairement, la discipline architecturale était au centre de leurs préoccupations. Oui, c'est ça. Je pense que leur pédagogie avait clairement l'architecture comme objet. Alors que, évidemment, dans mon cas, la pensée paysagère était de fait terriblement balbutiante, non? Elle s'inventait dans l'atelier, avec mes étudiants. Au fond, j'ai toujours dit que j'avais appris le paysage avec les étudiants, ce qui est assez invraisemblable pour un enseignant de dire ça, mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Il y a une chose que je savais faire, c'était que je savais faire des projets. J'avais traversé le temps du projet de très nombreuses fois, et j'avais acquis cette sorte de sérénité sur ce moment dangereux, parce qu'il est dangereux ce moment de la traversée du projet. Et donc j'étais capable d'accompagner mes étudiants. Alors, je trouve évidemment, a posteriori, cette expérience absolument phénoménale, expérience donnée par l'histoire, c'était une histoire particulière qui m'a confié à moi, et à moi presque seul, la totalité de la formation d'étudiants pendant 3 générations. Et je pense qu'aujourd'hui, ces étudiants ne s'en plaignent pas. Ensuite, en 1976, on crée l'École nationale supérieure du paysage, dans le même lieu que l'École nationale d'horticulture, c'est-à-dire dans le potager du roi à Versailles. Et ce qui est assez symptomatique de l'aveuglement des institutions, c'est qu'elles n'avaient pas compris l'antériorité du travail qu'on avait fait dans ces 3 années précédentes. Elle a rebâti l'école à partir des champs disciplinaires seulement. C'est-à-dire que les étudiants qui sont rentrés en 1967 dans cette école pendant 3 ans ou 2 ans n'ont jamais fait de projet. Parce qu'il n'y avait pas d'enseignants de projet. Il y avait seulement des enseignants de champs disciplinaires. On nous a appelés avec Bernard Lassus seulement au bout de la 3e année. Et c'est là où on a constitué l'un et l'autre 2 ateliers, dont l'un s'appelait Le Nôtre et l'autre s'appelait Dufrény. Pour situer Le Nôtre, tout le monde sait ce que c'est. Dufrény, je ne suis pas sûr que tout le monde sache. En tous les cas, Dufrény, c'était un concurrent, on pourrait dire, de Le Nôtre auprès du roi. Et il faudrait qu'on puisse en dire un peu plus sur ce qui caractérisait, évidemment Le Nôtre, tout le monde le sait, mais ce qui caractérisait Dufrény, c'est qu'ils avaient une pensée paysagère de nature extrêmement différente.
et d'ailleurs qui était très bien illustré, je crois, par moi-même qui dirigeais l'atelier Le Nôtre et l'atelier Dufresnier. Alors, je veux dire que mon enseignement s'est toujours plus intéressé aux individus qu'aux groupes. Je pensais que l'enseignement devait être l'apprentissage. Oui, c'est l'idée que ce qu'il fallait, c'était accompagner l'étudiant. Accompagner l'étudiant dans le dédale de sa démarche, sans jamais, jamais se substituer à lui. Il n'y a pas de démarche de projet, aussi confuse soit-elle, qui justifie que l'on doive, ou non, d'un quelconque magistère ou d'une expérience professionnelle d'enseignant, s'interposer dans cette démarche. Vous voyez, cette profession de foi, elle est importante. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait un enseignement de caractère professionnel au sens où ma pratique professionnelle n'a jamais été mise en modèle par rapport à l'étudiant. Jamais. Je me suis toujours gardé de le faire. Parce que je pensais que le centre de la formation, c'était l'étudiant lui-même. Et que je me devais, non pas de lui dire quoi que ce soit, mais de l'accompagner simplement dans une démarche que lui-même est en train de mettre à jour. Évidemment, je vais peut-être vous lire, si ça ne vous embête pas, ce passage, parce qu'il sera mieux dit que si je le lis que si je le dis. Alors, mon enseignant s'est donc toujours plus intéressé aux individus qu'aux groupes, je viens de le dire. Je n'ai jamais cessé de penser que l'enseignant doit, avant toute autre forme d'apprentissage, accompagner attentivement l'étudiant dans le dédale de sa démarche, sans jamais se substituer à lui. En intégrant la singularité de chaque étudiant, la pédagogie du projet s'intéresse à la disparité des approches, mais surtout à la disparité des rythmes avec lesquels les étudiants conduisent leur travail. C'est l'étudiant qui est à l'origine du projet. Rien ne peut expliquer qu'on le détourne de sa trajectoire, même s'il est dans la plus grande des inquiétudes. L'étudiant doit assembler des domaines séparés, emprunter des chemins inconnus et déraisonnables, être en proie au doute. Il se lance dans un ensemble d'essais dirigés vers un but incertain, mal connu. Il doit errer avant que son projet ne prenne corps. L'enseignant doit se garder de vouloir le diriger. Par sa présence tranquille et son écoute, il doit simplement susciter la confiance dont l'étudiant a le plus grand besoin. Et alors, sans véritable risque, ils peuvent l'un et l'autre emboîter leurs pas. Le fait d'avoir encadré de nombreux étudiants m'a permis de mettre en évidence quelques moments clés de la démarche de projet. Ces moments, souvent accompagnés d'une résistance particulière. Résistance à l'étudiant face à ses propres représentations. Résistance face au groupe d'étudiants auquel il doit exposer son travail en cours. Résistance à l'idée qu'il doit l'achever, son projet, et s'en dessaisir. Et bien d'autres encore qui en jalonnent les différentes phases. L'enseignant doit alors, sans majoration, mais parce qu'il a une bonne connaissance, parce qu'il en a une bonne connaissance, valider à chaque instant les hypothèses de l'étudiant. Il doit, sans jamais les déformer, les rendre suffisamment acceptables pour que l'étudiant se décide à envisager ses différents points de vue et ses esquisses dans des ébauches encore instables, pour qu'il prenne en compte et organise progressivement, sans débordement ni abandon, le faisceau des contraintes, pour qu'il prenne les nombreuses et parfois minuscules décisions par lesquelles dans l'espace il transpose par des tâtonnements et des allers-retours incessants, pour qu'il ébauche enfin la matrice à partir de laquelle il va agencer ses premières intuitions, matrice qui sera le centre actif de son futur projet. L'enseignant est là essentiellement pour accompagner l'étudiant et l'aider à relancer et à gérer ce rythme. J'ai la certitude qu'il n'y a pas de démarche de projet, aussi confuse soit-elle, qui justifie que l'on dévoie au nom d'un magistère ou de l'expérience professionnelle d'un enseignant. Tous les sédiments que l'étudiant, avec ou sans maîtrise, accumule et assemble, peuvent avoir une réelle importance. C'est le faible degré de qualité et de cohésion de l'assemblage final, son déficit de sens, qui peut poser problème. L'expérience professionnelle de l'enseignant ne s'implique ici qu'au second degré. Le fait qu'il ait traversé lui-même de très nombreuses fois le temps tumultueux du projet, qu'il en connaisse toutes les difficultés et qu'il les ait à chaque fois surmontées, est un facteur qui sécurise l'étudiant et qui l'aide à gérer l'économie d'ensemble de son travail créatif. Ce n'est pas la valeur exemplaire de ses projets professionnels qui est la véritable source d'enseignement, mais l'assurance et l'expérience qu'il a acquise au cours de ses multiples traversées. Bien centrée sur les rapports avec l'étudiant, cette pédagogie ne néglige pas le rôle du groupe des étudiants dans le même atelier. La simple addition des points de vue et propositions des étudiants donne un éclairage plus large aux problèmes posés. Elle améliore la connaissance des composantes du site et de ses potentialités. Le travail personnel de l'étudiant résonne avec celui des autres et il y trouve des réponses à sa propre démarche. L'effet de groupe socialise toutes les démarches. Dans l'atelier, la manière d'enseigner a autant d'importance que la matière enseignée. C'est une citation de Bernard Huet.
Alors, j'en suis où? Lire, ça y est, j'ai fini. Alors, durant toutes ces années d'enseignement, l'atelier Le Nôtre, qui était donc composé de moi-même, qui en dirigeait avec Jacques Coulon, Gilles Vexlar, je pense, et d'autres dont j'ai oublié le nom, je pensais que Michel Violet en faisait partie, mais il me dit que non. On a formé des étudiants à résoudre les difficultés du projet. C'était notre seule ambition. On avait sans doute, Jacques, moi-même, et puis les autres qui enseignaient à cette époque-là, des manières très différentes, sans doute d'aborder le rapport à l'étudiant. Mais on avait ensemble une sorte de règle absolue, qui était celle que notre objectif était celui de former au projet. C'était notre règle absolue. Alors, je revendique ce soir, bon, évidemment, on n'est jamais servi mieux que par soi-même. L'idée que cette flambée qu'ont fait les paysagistes français en Europe, voire même dans les pays étrangers, elle vient de là. Elle vient seulement de là, parce que je crois que c'est parce qu'on a fait du projet la source de notre enseignement, et que les paysagistes qui ont été formés par nous ont joué ce rôle d'homme de projet, que les paysagistes français se sont fait connaître à l'étranger. Et qu'on a eu cette sorte de... Pourquoi on a eu des beaux jours, non? Des beaux jours... on a eu des beaux jours, et d'ailleurs on en a encore un petit peu. Alors, les 15 années suivantes, Bernard Lassus, je n'ai pas assez parlé de Bernard Lassus, parce qu'on avait... Ça a été formidable et parfois meurtrier, guerrier, non, nos rapports. Formidable parce que je pense qu'on était extrêmement complémentaires. Et du reste, je dis souvent à Bernard Lassus qu'il n'entend pas, mais je lui dis souvent que s'il avait appris autant de moi que j'ai appris de lui, il aurait sans doute été bien meilleur qu'il n'est. Non, je veux dire que j'ai appris énormément de Bernard Lassus. Je crois que notre seul vrai et profond différent l'un à l'autre était que moi, j'étais convaincu qu'il était important, quand on a responsabilité de formation d'étudiants au projet, c'était de leur donner liberté dans les premières années de formation, de projeter tel qu'ils le veulent. C'est-à-dire sans se préoccuper de savoir quel était le vrai du faux dans leur création. Mais de les laisser totalement libres et de travailler avec eux pour que cette liberté s'exprime le plus possible. Et d'année en année, évidemment, dans le cadre de la formation, on jugulait un peu cette sorte de débridement que chaque étudiant avait dans les premières années, pour leur montrer qu'ils n'étaient pas seuls au monde, qu'il y avait un programme, qu'il y avait des gens pour lesquels ils travaillaient, il y avait toute une série de choses qui, évidemment, devaient rentrer en contrainte dans leur projet. Mais vous comprenez bien que dans la mesure où on avait participé au développement de cette source, ce jaillissement créatif dans les premières années, alors on pouvait tout doucement modérer dans les années qui suivent cette sorte d'appétit phénoménal des étudiants à faire les choses. Alors que chez Bernard Lassus, c'était tout l'inverse. Bernard Lassus, dès la première année, faisait cours, renseignait l'étudiant sur le pourquoi et le comment des choses. Et comment faire pour ne pas dire du mal de cela, mais je pense qu'à la différence l'un de l'autre, c'est que, indiscutablement, nous avons formé des hommes de projet. Je ne pense pas que lui ait réussi à le faire. Je pense qu'il a formé des gens intelligents, très intelligents, qui ont une très belle sensibilité et qui parlent parfaitement bien et qui réfléchissent parfaitement bien. Sûrement des gens plus intelligents peut-être que les gens formés dans l'atelier Le Nôtre, qui parlent parfaitement bien, d'ailleurs qu'on fait de très beaux chercheurs, mais par contre des hommes de projet sortis de chez Dufresne, il ne suffit pas même d'avoir le moins d'une main pour les compter. J'en suis où là ? Alors évidemment, dans les années qui suivent, et pourtant c'est les plus nombreuses, c'est une quinzaine d'années, ce que j'ai fait de plus important, c'est que je devais passer un concours de maître de conférence, et j'ai donc à cette occasion-là, on m'a demandé de faire un texte pour pouvoir faire ce concours, et j'ai fait un texte assez complet, d'ailleurs que vous pouvez trouver, en même temps je fais un peu de pub dans mon livre, qui s'appelle « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel se touche », et vous pouvez aussi le voir sur mon site internet. J'ai écrit un texte assez important sur la pédagogie. La pédagogie de l'atelier, mais aussi la pédagogie de l'école. Et donc, à partir de là, toute l'école de paysage de Versailles s'est structurée autour de ce texte. Et en ce sens-là, on peut dire que d'une certaine façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je m'excuse d'avoir à le dire moi-même, mais après tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. J'ai été terriblement dominant dans toute cette affaire de Versailles, par le fait même que ce texte a été fondateur. Et du reste, ce texte ne s'est rarement démenti, il s'est prolongé même au-delà de mon départ
à la retraite quand j'avais 65 ans, je crois, ou 60 ans, je ne me souviens plus, parce que Karin Helms, comme Investal, non, avait surveillé à ce que la philosophie ou l'éthique de ce projet pédagogique soit conservée. Mais on pourrait dire que je me suis épuisé doucement dans ces 15 dernières années parce que le nombre d'étudiants devenait trop important. Vous savez, ce que j'ai dit précédemment de la méthode pédagogique, elle ne vaut que si on a une quinzaine d'étudiants. Si on est capable d'identifier le visage et le nom de chacun de ces étudiants. J'ai fait de graves erreurs, des erreurs impardonnables, en oubliant le nom de l'étudiant à qui je m'adressais. Vous savez, quand je disais tout à l'heure qu'on peut tuer quand on est enseignant, eh bien, on peut le faire simplement quand on n'a pas la reconnaissance de l'étudiant que vous avez en face de soi. Et quand on a tellement d'étudiants qu'on n'arrive même pas à se rappeler de leur nom, alors on ne fait pas de l'enseignement. Non, on fait de la distribution de connaissances, on fait du magistère, mais on n'enseigne pas réellement. Pour enseigner, il faut établir une complicité extraordinairement profonde avec l'étudiant, avoir une écoute qui fait que l'étudiant est sûr que d'une certaine façon, ce qu'il fait vous intéresse. Vous savez, la grande difficulté du projet, c'est la honte qu'on a de penser que ce qu'on fait n'est pas bien. Et si vous n'avez pas un enseignant qui, sans démagogie, mais qui au plus profond lui-même pense que ce que vous êtes en train de faire a de la valeur, et qui vous le dit, et qu'il valide donc le travail que vous êtes en train de faire, alors l'étudiant peut avancer, progresser. Sinon, il se lance dans la copie, il copie, il va chercher dans les revues, il reproduit des modèles, mais il s'absente d'une certaine façon. Pour qu'il reste présent au cœur de la conception du projet, il faut qu'il ait un ami. J'avais lu beaucoup de textes chez les psychanalystes anglais notamment, qui expliquaient que tous les créateurs ont un ami qui valide leur travail. Parce qu'un artiste pense que ce qu'il fait, ses représentations du monde sont sales, ne peuvent pas être distribuées publiquement, parce que le monde de lui et ce qu'il y a en lui, c'est pas propre. Enfin, c'est sanguin, il y a quelque chose qui n'est pas dissible. Et l'ami est là uniquement pour aider l'artiste à valider son travail et à faire en sorte qu'il accepte l'idée que ce travail soit non seulement produit, mais que ce travail puisse être cédé aux autres. Et donc, moi, j'ai l'impression que j'ai joué ce rôle-là, seulement ce rôle-là. On ne peut pas dire que j'étais un grand enseignant paysagiste, puisque, comme je disais tout à l'heure, le paysage, je l'ai appris doucement, très très doucement. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui encore, je souffre de cette manque de formation, notamment le manque de... Quand je vois que Gilles Clément, par exemple, je suis fou de jalousie de sa formidable connaissance du monde végétal, que je n'ai pas. Fou de jalousie parce que ce métier-là, je ne l'ai appris que lentement, très lentement. Je me suis désossé progressivement de la pensée des objets qui m'avait été inculquée par mon séjour à la UA et puis ma fréquentation de Bernard Rousseau, pour passer tout doucement à la pensée paysagère, qui était un temps extrêmement long et qui n'est pas tout à fait terminé. Alors, je reviens à mes anecdotes, au fond, parce que j'étais pas seulement que ridicule en les donnant, je crois. C'est, par exemple, l'horizon de la montagne d'Annecy a fait pratiquement, a forgé en moi toute l'idée que je me fais aujourd'hui du paysage. Et j'accorde, vous pourrez le lire dans ce livre, une importance considérable à la question de l'horizon. Le goût de la campagne, où définitivement, effectivement, j'ai pris plaisir à la campagne. Du reste, avec les étudiants de cette époque, rappelle-toi, Jacques, on emmenait l'ensemble des promotions en Espagne. On était tous dans un car et on visitait avec passion les paysages espagnols. Les paysages espagnols, pourquoi on les trouvait beaux? C'est parce que c'était une agriculture un peu rudimentaire, où on lisait en ligne directe, comme ça, sans avoir une connaissance énorme de la question du monde rural et de la façon dont se produisaient les différentes plantes que les paysans cultivaient. On pouvait voir quel était l'effort nécessaire pour conduire cette terre, pour la discipliner. Au fond, et notre éthique, notre esthétique, on pourrait même dire, s'est fondée à quelques-uns d'entre nous dans ces voyages que nous faisions en Espagne. Dans cette espèce de rapport élémentaire entre un socle, le socle du substrat du sol, indiscipliné, un peu comme un drap froissé, sur lequel les paysans instaurent une sorte de rationalité, le sillon, comme un premier geste, le premier élément de l'alphabet du paysan, de la rationalité paysanne, est le sillon. Et ce sillon, sur un drap froissé, pour le faire droit, il faut négocier. Et c'est cette idée de la négociation, qui est l'idée qui a instruit pour moi, mais je pense pour Jacques sûrement, et pour Alexandre Chimetov, et pour tous les gens qui ont participé à cet enseignement,
cette beauté-là, cette esthétique-là nous a profondément marqués. J'en étais où? Oui, l'intérêt pour le dessin dont je parlais avec Bernard Rousseau, la préoccupation du bien-être des gens. Vous savez, quand je parlais tout à l'heure du fait que je cueillais des cerises, qui était une banalité invraisemblable, ou je sais pas quoi, le plaisir que je prenais au moment de la moissonneuse-batteuse, etc., ou le fait que j'étais allongé avec mon pull-over sur les yeux, que je regardais le monde au travers des mailles, a forgé en moi l'idée que progressivement, petit à petit, je me suis mis à m'intéresser au bien-être des gens. Et qu'au fond, j'avais l'impression que ce métier, je ne le faisais seulement pour une seule chose, c'était celle de rendre service et de m'intéresser aux gens. Et puis l'indiscipline dont j'ai parlé tout à l'heure aussi, l'indiscipline des surréalistes. Cette indiscipline, elle est à mon sens absolument nécessaire. Vous ne pouvez pas être créateur si vous n'êtes pas indiscipliné. C'est-à-dire que la pensée de la création est une pensée profondément indisciplinée. C'est-à-dire qu'elle refuse que les choses aillent comme ça. Elle vérifie que ça ne peut pas être comme ça. Et en même temps, elle tient les deux bouts de cette chose parce qu'elle les fait à la fois comme ça et comme ça. C'est ça la création. C'est de refuser les évidences. Et d'une certaine façon d'explorer des champs inconnus et de faire en sorte que ces champs inconnus rejoignent à un moment donné l'évidence. L'attention portée au ciel, bien entendu. Les arts déco, le plaisir que j'ai eu dans cette école qui était une école de projet. Et je rêve aujourd'hui, d'ailleurs, je le dis souvent à mes amis architectes, à Edith notamment, bon Dieu, vous êtes arc-boutés sur votre discipline. À l'école, à vos écoles, on enseigne l'architecture, on enseigne l'art, on enseigne ci, etc. Mais bon Dieu, on a foutument besoin d'apprendre le projet, sans qu'il y ait obligatoirement un horizon disciplinaire. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir sortir d'une école, en pouvoir tracer une route différenciée. On n'est pas obligé d'être architecte en sortant du P8 ou du P6 ou du P5. On n'est pas obligatoirement paysagiste en sortant de Versailles. Par contre, on doit acquérir les fondements de ce que c'est qu'un projet, c'est-à-dire de l'idée qu'on a possibilité de transformer le monde. Et ça me paraît être un enseignement. Et si les écoles s'arc-boutaient davantage, je vois en première année de beaucoup d'écoles d'architecture, on apprend Vitruve, on apprend tout ça, etc., comme si ça avait de l'importance. On y apprendrait la biologie en première année, je pense qu'on ferait beaucoup mieux. Enfin voilà, les images collectionnées par Bernard Rousseau aussi, et je m'en suis servi beaucoup dans mon enseignement, sont très importantes pour moi, et d'ailleurs je continue cette collection d'images, parce qu'on n'est pas forcément obligé de voyager tout le temps, mais ce voyage au travers des images, c'est-à-dire au travers du monde des images, est une chose, voilà. Tout ça, ce sont des fondations. Et c'est pour ça que j'ai donné ces anecdotes en premier. Bon, après, je vais terminer là, vous dire simplement, voilà, j'ai écrit un livre dans ma vie, pas deux, donc ça vaut la peine peut-être que vous le trouviez, je ne sais pas si... Ça s'appelle « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre se touchent ». Je suis très fier de ce titre, parce qu'il est très beau. Mais ceux qui n'ont pas envie de l'acheter ou qui ne le trouveraient pas en librairie, vous allez sur mon site et pratiquement tous les textes qui sont là sont sur mon site. Le seul inconvénient des textes qui sont sur mon site n'ont pas eu une correctrice aussi rigoureuse que la correctrice qui m'a aidé à faire ce livre. Et donc, il doit y avoir beaucoup de fautes d'orthographe et de fautes de français dans les textes de mon site. Mais bon. Et puis mon site, ben, je sais pas, il se trouve assez volontiers, assez facilement. Vous tapez Michel Courajou. Voilà, je voudrais terminer simplement, puisque Jacques Coulon est là, puisque Michel Violet, etc., des tas de gens enseignent à l'école. J'aimerais bien qu'on ait un débat, tout simplement pour me dire si j'ai dit beaucoup de bêtises, parce que ma mémoire n'est pas forcément fidèle. D'ailleurs, vous avez vu, ce que je fais assez rarement, j'avais préparé cette conférence, j'avais presque écrit tout, de manière à ce que ça ne soit pas confus et que j'essaye de respecter la chronologie des choses. Alors, cette chronologie, d'abord, vous a-t-elle intéressé? Je ne sais rien, je vous pose la question. Et l'autre, quelle bêtise, je puis dire dans cette chronologie, est de savoir si j'ai raison de penser que cette école avait quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier, je m'excuse, c'était moi. C'était moi, elle avait ça de particulier, c'est que j'étais particulier. J'étais particulier parce que j'étais pas du sérail. Je venais pas, d'ailleurs Bernard Lassus, un peu la même chose que moi. Bernard Lassus a eu beaucoup d'influence dans l'école de Versailles, simplement parce que c'était un autodidacte, il s'est formé lui aussi, seul, indépendamment. Il n'avait pas le tampon, le label de paysagiste. Et je crois qu'on a été de très bons enseignants, précisément parce qu'on n'était pas tamponnés et qu'on n'était pas embarrassés par tout un matériel qui aurait pu faire que nous soyons dogmatiques. Et je crois que ce qu'on doit nous reconnaître, c'est que les étudiants qui sont devenus aujourd'hui des professionnels, j'en ai dénombré 12 dans les 4 premières années, des vrais professionnels qui ont pignon sur rue et qui font des concours et qui ont des projets un peu flamboyants,
Et j'en ai compté une quarantaine, voire une cinquantaine dans les promotions suivantes. Assez peu dans les dernières années, hein, assez peu. Mais peut-être encore sont-ils trop jeunes. Eh bien, vous voyez, ça représente 10% des étudiants formés dans cette école, ce qui est déjà pas si mal. Eh bien, on peut dire que d'une certaine façon, ces gens-là ne sont pas identiques, ne sont pas clonés. Ce sont des gens qui ont chacun leur individualité, chacun a sa propre approche du paysage, mais ils ont en commun tous d'avoir appris dans notre atelier, dans lequel Jacques a participé, ils ont appris le plaisir et la difficulté en même temps de faire des projets. Voilà, je vous remercie.